Donc alors, le fameux règlement 2015-68, hein. Donc en fait, c'est un règlement donc, qui a été fait il y a une dizaine d'années, dont découlent pas mal de choses, en au niveau du machinisme. Vous connaissez peut-être en tant qu'exploitant, bah, les sécurités des prises de force quand vous vous levez du siège, ça coupe la prise de force automatiquement ou, les, fameuses, quand vous ouvrez un capot tracteur maintenant vous avez besoin soit de la clé, soit d'un outil spécifique. Vous pouvez plus le faire directement manuellement. En fait, ben, c'est la tout ça, c'est issu de la même norme, en fait, hein, que celle du freinage, double ligne. Alors juste un petit rappel, on va essayer d'être, assez, faire un peu de vulgarisation. Alors je vois, il y aura peut-être différentes attentes, des gens plus techniques et puis des gens, qui veulent des éléments un peu plus, on va dire, basiques. Bah, un petit rappel élémentaire, hein, donc un système de freinage, c'est via un fluide et ça peut se faire via, de l'air ou de l'huile, hein, tous les 2 c'est des fluides qui sont donc, qu'on peut compresser. Voilà, évidemment, donc c'est 2 systèmes qui ne sont pas, miscibles. Alors en France, on a toujours eu depuis, des décennies et des décennies un système, très basique, hein, à simple ligne hydraulique, hein. Alors il y avait de mémoire aussi l'Italie et puis, l'Espagne, faut savoir l'Italie, ils ont à peu près la même chose que nous, mais c'est le système CUNA, avec des petites variantes. Donc c'est un système, qui ne permet pas en cas de rupture d'attelage ou, bah, problème de frein de stationnement ou autre, de bloquer, stabiliser un convoi. Donc c'est vraiment pour des raisons de sécurité que l'Union européenne a imposé tout ça, hein, donc le fameux système double ligne. Et puis donc, bah, vous avez aussi le système pneumatique, que quelques personnes utilisaient, hein, sachant qu'on a tout un tas de tracteurs, généralement de marque allemande comme Fendt, hein, qui avaient déjà de série des compresseurs, pour leurs marchés locaux, hein, compresseurs sur le tracteur pour des freins pneumatiques. Ce qui était de série en fait sur les Fendt ou Dodge ou d'autres marques. Donc voilà, pourquoi que ça a été fait? C'est d'abord par rapport à systèmes des problématiques de frein de secours. Puisqu'en fait, historiquement, vous avez, même sur les systèmes français historiques, hein, vous avez normalement une cordelette qu'on met sur une commande manuelle là, avec des crantages, une espèce de crémaillère qui vient normalement, commander les freins, les freins de parking de la remorque, en cas de si vous cassez l'attelage ou ce genre de choses, hein, pour pas qu'elle aille, tout droit dans la maison comme sur les photos, ici-bas. Bon, en pratique, ça marche quasiment pas et très peu de personnes, ou quasiment aucun tracteur, les gens, laissent, on va dire, la cordelette légalement qu'on devrait faire, hein, fixée sur la cabine, hein, de façon à commander les freins en cas de rupture d'attelage. Donc voilà, donc c'est notamment le but du double ligne, c'est de pouvoir avoir un système, qui, met en sécurité, le convoi, en fait. Alors il y aura bien sûr aussi des notions de performance de freinage, de réactivité, de tout ça, hein. Alors donc, ça s'est traduit dans une première phase, depuis 2018 à 2024, où donc, comment on a, quand vous achetez un tracteur, vous pouvez donc, faire un choix d'une ligne en option. Vous avez toujours la simple ligne hydraulique que vous connaissiez, historique, mais vous avez le choix en fait avec soit de l'avoir normalement en double ligne hydraulique ou soit en système pneumatique, donc à double ligne. Bien souvent, on le verra tout à l'heure, mais le problème c'est que ça a été, les constructeurs, ils ont fait de tracteurs, ils ont fait des choix. Ils ont un peu, dans leur gamme, hein, où, ben, en fait, en achetant tel modèle, les gens étaient un petit peu orientés à acheter de base, en fait, le système, de freinage avec. Et le problème, c'est que du coup, vous allez avoir des changements entre les changements des gammes de tracteurs, mais au sein même d'une même marque, hein, vous allez avoir des dotations de freinage qui étaient pas les mêmes, hein. Voilà. Et puis donc, bah, vous avez le choix, entre 2008 et 2024 de choisir, bah, soit le système existant, ce que l'immense partie des gens ont fait pour des raisons évidentes de compatibilité, ou soit déjà d'acheter, on va dire en prévision d'acheter un système, double ligne, sur vos remorques. Donc on avait 3 systèmes en fait qui pouvaient cohabiter et puis, bah, tout simplement on voit la compatibilité, alors vous allez voir, la ligne Smart, ou dit ligne intelligente. Donc ça c'est, la ligne on le verra tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui a un gros intérêt, dans le sens où vous pouvez, donc, avoir la compatibilité système ancien et double hydraulique, nouveau, de manière homologuée, sur la route. Parce qu'on verra tout à l'heure que c'est pas forcément le cas des montages un peu baroques qui peuvent exister, qui sont proposés malheureusement actuellement. Voilà.
et donc un tracteur ancien, forcément, légalement, il ne peut faire que les matériels anciens. Voilà, là-dessus, pas de surprise. Et c'est ça qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'un tracteur ancien, le rééquiper, de systèmes, ou faire des montages et des adaptateurs et tout ça pour commander notamment un système double hydraulique, attention, il y a des problèmes de légalité. Donc depuis 2018, le là, c'est vrai qu'il y avait vraiment du choix dans le sens où, vous avez toujours heureusement, la comme c'était une période de transition, le système hydraulique simple, hein, donc sur toutes les marques, hein, même sur un Fendt, vous aviez votre système, avec un donc le simple ligne historique et puis, souvent c'était le Fendt était, mis en pneumatique et tout ça de série et puis, ça c'est ça qu'on a commencé à observer des choses, hein. C'est-à-dire que je vous disais que les constructeurs, ils ont fait des choix au niveau des dotations des équipements de tracteurs suivant les gammes. Par exemple, un Valtra, la série G était en double ligne hydraulique et donc utilisable pour un double ligne hydraulique ou simple ligne hydraulique et puis, la série N, de base, elle est en pneumatique et il y avait le simple ligne hydraulique. Moi, j'ai des gens qui avaient, où le commercial a réussi, le concessionnaire, a réussi à vendre un G et un tracteur N à 1 an ou 2 ans d'intervalle, avec des systèmes de double ligne complètement différents. Un qui était en double ligne hydraulique, un qui était en double ligne pneumatique. Quand même des choses bizarres quand même parce que d'un point de vue conseil l'exploitant, en tout cas, il a lui, son renouvellement à partir de cette année, il pourra atteler une benne neuve que sur l'un de ses 2 tracteurs. Donc voilà, c'est vrai que c'est des choix qui ont été faits, mais qui sont un petit peu, alors pourquoi les constructeurs l'ont fait? C'est notamment, pour des raisons de prix, hein, ils ont standardisé voilà, des dotations, des équipements sur des séries et sachant que du coup le système hydraulique, on va dire, revenait un petit peu moins cher, on va dire, sur un tracteur, notamment un tracteur d'élevage, qu'un système pneumatique, au niveau du coût de fabrication du tracteur et donc de son prix de vente final, hein. Voilà et puis, vous voyez bien que forcément les compatibilités, qui sont assez évidentes sur le schéma. Donc la Lean Smart, donc ça, c'est notamment Casio Holland, qui a pas mal poussé là-dessus, dans le sens où donc mais il y a d'autres constructeurs qui le proposaient. Alors bien souvent, le Smart était proposé sur vraiment des tracteurs, des dotations de gamme, hein. Par exemple, des gens, ils prenaient, nous, des Decuma, on les encourageait là-dessus, c'est-à-dire ils achetaient un tracteur, double ligne, pneumatique et en option, un double ligne, hydraulique Smart. Et le gros intérêt, c'est que du coup, vous pouvez, la Smart, on va dire, on vient d'avoir la confirmation donc ça, ce que je dis, c'est très important. Donc, en fait, l'Union européenne a considéré la Smart, hein, donc la possibilité d'utiliser, de brancher sur une double ligne et une remorque ancienne simple ligne. C'est-à-dire que donc du coup, sur un tracteur récent, d'avoir tout le matériel, existant, ancien. Donc cette compatibilité-là était temporaire et transitoire et ça a été, du coup, elle a été, validée par l'Union européenne au mois de mars 2025. Donc c'est-à-dire que voilà, les gens qui ont investi sur un tracteur, donc je sais pas, par exemple, là, comme sur l'image là, un Maxum 115 là de case, qui était peut-être avec une option, Smart et bien, vous avez, techniquement, le tracteur fabriqué, il fonctionne toujours pour, commande du système ancien, mais et du nouveau, mais vous aviez la légalité qui a été, validée. C'est-à-dire que on a toujours la crainte en fait que, les méthodes étaient équipés pour le faire, techniquement, ils pouvaient le faire, mais qu'à partir d'un moment, la fin de la période de transition, légalement, vous ne pouviez plus le faire. Donc ça, c'est quand même, bien parce que, ça permet quand même aussi de donner un petit peu plus de compatibilité. Voilà et donc, on arrive à la situation depuis 2025, disparition de la simple ligne sur le matériel neuf, que ce soit tracteur ou, matériel roulant. Donc là, c'est vraiment la douloureuse dans le sens où, clairement, on a eu un afflux de gens, nous on le voit dans les cumin, à l'automne dernier 2024. Et beaucoup de gens ont décidé du coup de faire comment? D'acheter du matériel, on va dire, simple ligne, neuf, avant le changement de la réglementation qui interdisait aux constructeurs de le fabriquer à partir du 1er janvier, quoi. Et donc, alors il y a eu des périodes de transition, voilà, les constructeurs, ils ont des dérogations fin de série c'est-à-dire qu'ils pouvaient, fabriquer un nombre de modèles un peu limité, jusqu'à le livrer en 2025 ou début 2025. Parce que, eux, ils peuvent pas faire des transitions assez brutales au niveau des stocks et puis des composants et puis des usines, des chaînes de montage.
Mais voilà, maintenant c'est terminé et le problème c'est que doivent faire les gens en fait, maintenant ils doivent s'équiper en double ligne, que ce soit l'hydraulique ou du pneumatique puisque les 2 systèmes ont été, du coup, cohabitent. Donc un petit rappel, donc le cas du tracteur fabriqué depuis 2025, donc vous avez, soit vous le prenez en pneumatique, hein, donc du coup vous commandez que du pneumatique, soit vous l'avez pris en double hydraulique, vous pouvez commander que du double hydraulique, ou soit vous l'avez pris en smart et dans ce cas-là, vous pouvez, utiliser du métal ancien. Voilà, sachant que du coup le problème c'est que donc ça donne une compatibilité, sur du matériel ancien, mais si la problématique est sur le parc en fait de matériel roulant puisque, il y a beaucoup de gens qui vont se porter sur du pneumatique et à raison au niveau du matériel roulant et non pas du double hydraulique et venant oui, Fabrice, excuse-moi, je peux pas te couper. Il y a Kevin Chantreau qui avait une question pour toi. En tout cas, qui a levé la main. d'accord, parce que moi je le vois pas du coup je suis en plein écran. Ouais. Bonjour Fabrice. Ouais, J'avais une question moi par rapport à la slide précédente. ouais, Il s'avère qu'aujourd'hui on a des Cuma qui sont toujours en renouvellement de matériel mmh. et les Cuma arrivent à avoir des matériels neufs toujours en simple ligne, que ce soit sur des épandeurs ou des bennes. Et donc je suis très très surpris. Ah après ça peut être des métals qui étaient neufs sur parc, mais du coup qui étaient, immatriculés, avant. Après il y a quelques matériels, mais c'est rare, des petites capacités en fait où il y a par rapport à notamment des presses à ballerons par exemple, en fait c'est métal roulant, mais en fait les Mm. catégories S, elles sont, il y a pas d'obligation de cette réglementation-là. Ils peuvent encore avoir l'ancien système, hein. Mais oui normalement, Mais légalement il là, y a pas c'est des de matériels neufs qui n'ont jamais été immatriculés, mmh, qui sont vendus en simple ligne. C'est ça mmh. qui m'étonne, moi. Ah légalement non. Normalement, faut creuser, mais il y a un loup quelque part. C'est là-dessus, normalement, un constructeur, enfin, ou un concessionnaire, il peut pas se prendre le risque de jouer Parce que avec ça. même, parce que même s'il était sur parc, le matériel, moi, je sais pas, le concessionnaire, il a acheté son matériel fin 2024, Mmh. il l'a sur parc et il l'a pas immatriculé. Et il vend aujourd'hui en 2025, que le matériel doit être doté d'une Ah bah double oui, oui, ligne. il est considéré, tant qu'il est pas vendu immatriculé, on va dire, il est considéré comme du métal neuf. Donc pour Mm. l'immatriculer en 2025, il faut qu'il soit, sur les prescriptions techniques de la réglementation européenne, Mm. voilà. Ah bah là, Et- j'ai pas de là, faut creuser, il faut avoir plus d'éléments pour comprendre pourquoi, hein. Il y a un cas ouais, particulier, mais quoi, normalement, c'est clair que normalement, enfin, c'est pas quelque chose qui est la norme, hein, enfin, ouais, bah oui, oui. Et j'ai plusieurs, tu vois, j'ai des ouais. plateaux, j'ai des bennes, et puis là, j'ai aussi des épandeurs Mmh où, mh. où quand les cubains font des demandes de devis, ils arrivent toujours à avoir ce type de matériel-là, et c'est bien des matériels neufs. Mmh. Ouais. Et que des cas particuliers, mais c'est pas la majorité en tout cas et il faudra creuser, savoir, Mm. qu'ils soient pas embêtés même pour les matriculations, derrière parce que, Mm. heu, Ok, après tant qu'il est le responsable, c'est le vendeur, hein, clairement, ils prennent un risque là-dessus, hein. Mmh. ok. Alors je sais pas comment c'est dans les autres régions, mais nous, en tout cas, dans les régions de polyculture élevage, on a observé du coup on vous disait qu'il y a des marques qui ont spécialisé à leur freinage, hein. Dans le sens, je parlais du Valtra tout à l'heure, notamment, on va avoir le gros morceau des constructeurs américains, donc New Holland et John Deere, qui eux, en fait, sur les tracteurs d'élevage. Alors quand je dis élevage, c'est 120 jusqu'à 130-140 chevaux, tracteur, il peut faire un peu de fenaison avec un chargeur frontal, voilà. En gros, des 4 cylindres. Sur des gammes un peu, voilà, sans forcément être économique, mais c'est pas les versions de gamme. Et bien souvent, on a, dans toutes ces marques-là, on les ont livrées depuis 2018, hein, en double ligne hydraulique, était la ligne en plus que de l'option simple ligne, du simple ligne classique. Et vous avez les marques, on va dire, germaniques ou pour les marchés un peu du nord, donc c'est-à-dire nord de l'Europe et tout ça, Dutzfar, Class, hein, et Fendt, hein, marque allemande. Certains Massey, voilà, à partir des gammes 6S notamment, et puis qui les ont mis en fait en dotation de classique en pneumatique. Et donc, vous avez des CUMA ou des gens en copropriété, hein, même, hein, qui, quand le moment venu, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, quand ils ont voulu parler en CUMA et investir,
effectivement, c'est compliqué parce que, certes, il y a déjà le choix de la par exemple, un plateau fourragé acheté. Il y a le choix de savoir si est-ce qu'ils vont le prendre en pneumatique ou en double hydraulique parce que, pour contenter le maximum de personnes, hein, ou plutôt que qu'il y ait moins de personnes qui soient mécontentes. Le problème, c'est que du coup, on a bien des équipements de tracteurs par rapport à des marques. Donc, selon les CUMA où elles sont situées, où les gens sont situés, il va y avoir sur la couverture des réseaux des concessionnaires et des marques, des tracteurs qui ont été vendus, du coup. Alors, nous, on avait par exemple l'exemple en zone comté où on avait, moi, j'aimerais pas un relevé de parc, en fait, hein, à force de me balader à droite à gauche. Et clairement, l'immense majorité des tracteurs de 130-140 chevaux, en gros 70%, sont en double ligne hydraulique. Et dans le même temps, le niveau des remorques, hein, les gens ont bien conscience, hein, que le pneumatique va devenir majoritaire et c'est un peu le standard à suivre. Et donc, les Écumots sont un peu coincés là-dessus, en fait, hein, puisque les gens sont vraiment tiraillés dans le sens où le système hydraulique pourrait du coup contenter le plus de gens, mais le problème, c'est de risquer en fait d'avoir une décote déjà du tracteur et puis un problème de revente même du système un métal roulant qui est en double hydraulique parce que à l'avenir, on sait que ça va de plus en plus vous allez monter dans les puissances, c'est-à-dire en allant sur la grande culture, plus le pneumatique devient présent et voire ultra majoritaire, hein. On a fait le recensement du coup sur du tracteur plutôt de comment que c'est de grande culture. Là, du coup, ça s'inverse complètement. Le pneumatique est largement beaucoup plus présent. Et donc, du coup, et voilà, sur le problème, c'est que, en gros, on a le nombre de tracteurs chez nous, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, qui peuvent être équipables, on va dire, dans les zones d'élevage, avec c'est un métal roulant pneumatique, et du coup, est extrêmement réduit, hein. En gros, c'est 10-15 tracteurs, quoi, sur 100 tracteurs roulants. Parce que et encore une fois, le système pneumatique, pourquoi il va être majoritaire, hein? Parce que ça existe depuis 30, 40, 50 ans dans les pays germaniques et que tous les composants fabricants de remorques et tout ça, ça roule et tout ça, il y a du stock et tout ça, c'est maîtrisé, il n'y a pas de souci, enfin, ça roule. Et puis ça pose moins de problèmes techniques en fait au niveau de la conception des circuits de freinage, puisque en fait le système hydraulique en double ligne peut se faire, hein, mais ça se fait, mais c'est non sans des gros problèmes pour passer les normes de freinage quand il y a deux voire troisième essieu en termes de temps de réactivité. Donc c'est vrai que ça devient vraiment complexe, alors que le pneumatique, c'est quelque chose qui roule et puis il n'y a pas de question à se poser, quoi, hein. Et les gens l'ont bien compris, donc c'est pour ça que les gens le marché va privilégier de plus en plus le pneumatique pour les outils roulants. Mais le parc tracteur, malheureusement, sur ce que depuis 2018, où là, on aura pu commencer à amorcer la transition, en fait, on a pris un peu la direction inverse, notamment en élevage, quoi. Donc, c'est assez problématique, hein. Moi, ce que je vous disais, hein, sur les tracteurs de plus de 130-140 chevaux, moi, le relevé de parc que j'avais, c'est à peu près toujours une grande partie tracteur, hein, elle est de plus de 2 tiers qui est d'avant 2018, hein, largement, hein, avec le simple ligne. Par contre, sur la partie, le tiers restant tracteur côté renouvelé depuis 2018, fabriqué depuis 2018, hein, en fait, là, c'est l'inverse. L'immense partie des gens ont du pneumatique parce que c'était la dotation que les constructeurs ils ont proposée en grande majorité, en fait, hein. Alors là, pour le coup, effectivement, si vous avez un tracteur qui a 4 ou 5 ans, qui est en pneumatique, qui est pas en pneumatique, qui est en double hydraulique, là, par contre, celui-ci, dans 4 ou 5 ans, pour le revendre, ça va être compliqué, hein. Enfin, non, ou alors avec une décote importante, parce que les gens, ils vont fatalement, en fait, se porter sur du pneumatique. Et notamment, on le verra juste après, c'est que le problème du rééquipement en freinage pneumatique, qui n'est pas autorisé légalement encore pour le moment. Puisque ça s'appelle du rétrofit d'un point de vue légal. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez acheté votre John Deere en 2024, je sais pas, un 6R, un 6R 155 en double ligne hydraulique. Vous voulez mettre un kit pneumatique dessus, vous allez voir votre concessionnaire dit non, légalement, je ne peux pas le faire, hein. Parce qu'en fait, l'installation ne peut que se faire sur du matériel neuf.
Donc votre tracteur, il est en service, il est en parc. Ça s'appelle le rééquipement, ça s'appelle du rétrofit, dans un terme vraiment légal. Et le rétrofit, il n'est pas prévu dans la loi. Donc en fait, c'est un vide juridique, vous ne pouvez pas, ou alors si vous voulez mécaniquement, ça marche, je veux dire, vous prenez la même référence des composants, que ce qui est installé d'usine chez John Deere, par exemple, mais le concessionnaire n'a pas le droit de vous le faire. Alors après, bah, s'il vous le dit pas légalement et que c'est lui, en fait, c'est la personne qui installe le matériel, qui est responsable, en fait, hein, de la prise de risque, on va dire, de ce qu'il installe. Donc du coup, la responsabilité incombe au concessionnaire. Si lui, il vous met rien sur la facture et qu'il accepte de le faire, bah, c'est lui qui sera responsable, en fait, en cas d'accident. Donc il y en a beaucoup, bah, qui ont compris ça, clairement, les concessionnaires vont pas vous le faire. Ou alors ils vont mettre une mention sur la facture, nous nous désengageons de toute responsabilité. Voilà. Alors après, si, il y a toujours un cadre légal dans le sens où bah, vous faites installer ça et avant de reprendre de rouler avec, de l'utiliser de nouveau, il faudrait le faire repasser aux mines à titre isolé. Demander une réception à titre isolé, donc en fait, ça coûte très très cher. En plus du prix du kit qui doit peut-être de 5, 6, 7, 8 000 euros, voilà, c'est même pas pensable. Donc là, en fait, nous, on est clairement en attente, c'est-à-dire qu'actuellement, là, bah, aujourd'hui, on est quasiment au mois de novembre. On n'a toujours aucun, d'un point de vue du législateur, aucune avancée sur le fait de pouvoir installer des kits pneumatiques qui seraient l'immense solution, hein. De pouvoir équiper bah, tous les tracteurs, une grande partie des tracteurs récents en système pneumatique pour que les gens puissent après acheter des matériels roulants pneumatiques derrière. Maintenant, sachant que bah, du coup, il y a quand même un coût hein, pour chaque personne, hein, bien sûr, hein. On a dit, on va dire, 5, 6, 7, 8 000 euros par tracteur. Hein. Mais c'est la meilleure solution à long terme. Hein. Mais malgré tout, de toute façon, pour l'instant, elle n'est toujours pas valide. Donc du coup, c'est vrai que ça va être la déception pour vous, mais et faites attention, ne le faites pas, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est pas légal. Là, je voulais aborder quelque chose un petit peu d'un point de vue hydraulique. On va détailler un petit peu le système de freinage hydraulique parce qu'en fait, c'est pour pouvoir un petit peu comprendre pourquoi les problématiques avec les gens qui vendent des kits d'adaptation pour commander. On voit devant les yeux, vous avez un épandeur là, un gentil là que j'ai mis. Voilà, on va dire qu'il est en doublé hydraulique. Bah, celui-ci, ce matériel-là, eh bien, pour pas le commander avec un tracteur en simple hydraulique, qui est donc l'immense partie du parc qui est roulant encore, hein, eh bien, il y a des gens qui vendent, hein, commercialement, qui vendent des kits d'adaptation, qui sont un petit en dehors de tout cadre de légalité. Donc on verra pourquoi, hein, là, il y a des problématiques avec ça. Et donc c'est pour ça que j'ai un petit peu abordé en étant un petit peu plus technique, en fait, pour comprendre pourquoi quelles sont les limites de ces kits et les adaptations qui sont faites. Donc, alors, en système hydraulique double ligne, donc la grande différence, on a vu tout à l'heure, en fait, que il y a un système de freinage d'urgence, hein, pour éviter que la remorque aille tout droit en cas de rupture d'attelage, hein, qu'elle continue sa route et de rentrer dans une maison, par exemple. Donc, du coup, en fait, le simple ligne, vous avez bien deux lignes. Vous avez une ligne de commande qui est la ligne en fait, qui va freiner, qui va vraiment agir sur les freins quand vous allez appuyer sur votre pédale de frein. Donc, c'est la ligne jaune. Et vous avez la ligne rouge qu'on appelle la ligne supplémentaire. Hein. Et donc, elle, en fait, elle a la fonction, en fait, justement, de faire le stationnement et le frein d'urgence. Donc, en fait, quand elle est pas, il faut savoir que vos freins sur ce système-là, du coup, au repos, les freins de remorque sont bloqués. Votre remorque sera stationnée dans un hangar, les freins sont bloqués. Il faut envoyer de la pression pour libérer les ressorts, pour libérer les freins, en fait. Donc, bah, vous êtes en phase de parking, c'est en coin gauche de votre écran, 0 bar. J'envoie la pression 15 à 35 bars, paf, je déverrouille les freins. Donc, du coup, je peux rouler avec ma remorque, je peux avancer. Et en cas de freinage de service, du coup, c'est bien la ligne jaune qui va commander le système de freinage. Par contre, si j'ai une rupture d'attelage ou une fuite, hein, et ben, du coup, vous allez avoir une chute de pression dans la ligne du coup de commande. Et puis, parce que là, on considère que mettons que les deux sont sectionnés ou arrachés. Et la ligne, du coup, la deuxième ligne aussi, qui est la ligne supplémentaire, qu'on dit qui commande le frein de secours et tout ça, et le stationnement, et ben, elle, si elle se coupe, et du coup, la pression retombe à 0 ou moins dans la barre, et du coup, les freins redeviennent actifs, puisque c'est le ressort qui vont reprendre le relais, les ressorts natifs des freins de remorque, et puis qui sont bloqués au repos, on va dire.
Et du coup, vous avez un freinage, même sans avec une attelage qui est coupée, vous avez un freinage qui se fait en fait pour que la remorque, puisse, ne pas continuer sa course. Donc, là, si on revient là-dessus, on sait que très bien qu'il y a des petits malins, ils vont, comprenant tout ça, ils vont, faire des montages et tout ça pour, ne serait-ce que libérer la ligne rouge, c'est-à-dire mettre de la pression dans la ligne rouge suffisamment pour libérer les freins. Donc on sait qu'il y a des gens qui vont rouler sans frein, voilà. Donc on crée des règles, mais on sait qu'elles vont être contournées. Donc ça, faites attention, voilà, même il y a des gens peut-être des responsables de CUMA ici présents, qu'il n'y a pas des gens qui s'amusent à faire des montages un peu baroques, à rouler sans frein. Parce que clairement, si les gens vont arriver avec un signe mon tracteur, je peux pas freiner à la remorque, il y a des gens qui sont inventifs et qui ont trouvé des solutions, ne serait-ce que pour déverrouiller les freins. Donc voilà, on crée des règles, mais derrière, en fait, les gens peuvent les contourner et ça peut être, pire que le système initial. Donc qu'est-ce que demande le règlement, en fait? Alors c'est un règlement qui est 2015-68, donc ce que le freinage double ligne, qui s'applique aussi aux pneumatiques et à l'hydraulique de la même manière, hein. Simplement voilà, c'est un peu plus difficile d'obtenir, de répondre au règlement via l'hydraulique, mais qu'en pneumatique. Mais, les notions, en tout cas, je vais vous mettre les 4 premiers principes qui sont généraux, qui valables pour les deux fluides, hein. Donc, dans tous les cas, pour avoir un meilleur freinage, en fait, il faut que le tracteur et la remorque freinent de manière homogène, hein. C'est-à-dire que le taux de freinage du tracteur et de la remorque soit homogène pour pas se mettre en portefeuille, on va dire, pour pas avoir de sensation que la remorque, pousse. Voilà, il faut vraiment que les freinages soient homogènes des 2 côtés. Le problème, c'est que, du coup, le tracteur, lui, au cours de sa vie, dans un convoi, je sais pas, la moisson, il va pas changer de masse. Par contre, la remorque, elle va changer de masse, à vide ou à charge. Donc du coup, vous devez avoir un changement de module à la pression du taux de freinage de la remorque en fonction de la charge. Et ça, en fait, du coup, ce système-là, Hem, voilà, le simple ligne ne permettait pas, en fait. C'est tout ou rien, il y a pas de modulation, suivant la charge. Alors que du coup, là, le double ligne impose, en fait, une modulation, pour un freinage beaucoup plus efficient et pas brutal, hein, et vraiment adapté à la charge, en fait. Donc un freinage qui est quand même beaucoup plus efficient. Deuxième chose aussi, il y a un temps de réaction de 0,6 secondes, qui est normé, en fait. Donc du coup, il y a un temps de réaction du système, en fait. Forcément, parce que, plus vous êtes, réactif, il y a un temps de réaction déjà de l'humain, quand vous voyez un danger. Et puis, dans celui-ci, il est propre à chaque personne. Par contre, mais si on déjà la première chose aussi, c'est de réduire le temps de réaction entre le moment où j'appuie sur la pédale et le moment que ça va vraiment commencer à que l'hydraulique réagisse et puis freine le convoi. Donc ça aussi, ça c'est normé. Et puis donc, comment ça se traduit? Donc ce que vous disiez tout à l'heure, avec le schéma là, vous avez donc la ligne jaune qui est, je vous rappelle, la ligne de commande et la ligne rouge qui est, la ligne, supplémentaire. Donc si vous avez par exemple ne serait-ce qu'une fuite, hein, sur la ligne supplémentaire, du coup elle va plus avoir la pression nécessaire à libérer les freins. Donc en fait, vous allez, les freins vont s'activer. Et si c'est la ligne, jaune qui est défaillante, hein, et du coup, celle va plus pouvoir, fournir la pression, de freinage, hein, de freinage de service. Et du coup, il y a tout un système qui doit devoir s'enclencher pour qu'aussi annuler la pression de la ligne rouge, de façon à vous bloquer, en fait, pour que vous puissiez prendre pour que le freinage de la mec de secours se déclenche, hein, pour pas que vous puissiez prendre la route avec, des freins défaillants. Et donc, du coup, il y a bien donc une notion de frein de parking automatique au repos. 4e notion, alors après c'est des textes de loi, hein, bien sûr, hein, c'est de l'interprétation, tout ça, c'est des articles, hein. Moi je vous mets les trucs essentiels, hein. Il faut que le chauffeur puisse tester ses freins et du coup du tracteur et de la remorque, pardon, les freins de service de la remorque et les freins de servi le frein de parking aussi du tracteur, avant de partir, hein. Parce que c'est un peu la logique, du coup, faut que le tracteur, en fait, il puisse, dans une pente, faut que le tracteur puisse, à lui-même avec son frein de parking seul, hein, que du tracteur, qu'il puisse, tenir le convoi ensemble, hein. Et voilà. Et après la deuxième chose, hein, donc le chauffeur doit pouvoir s'assurer de ça avant de pouvoir, tester les freins de service de la remorque. Voilà, donc il y a dans des cabines, des fois, vous avez des boutons, pour tester les freins de remorque, en fait, hein. Maintenant, c'est normé. Et puis, 5e et dernière notion, du coup, le frein de parking de la remorque est engagé lorsque le moteur de tracteur est arrêté. Donc là, il y a une grosse nuance là-dessus.
C'est par rapport aux kits d'adaptation, qui sont malheureusement pas légaux, que je parlerai juste après, dans le sens où, il y a des kits où, le frein de parking en fait, il marche pas dans toutes les situations, c'est-à-dire, moteur arrêté et en marche. Voilà. Et donc il y a aussi une notion, de pente minimum de tenue de 18 voilà. Donc, moyennant ça, en fait, les constructeurs, en fait, ils ont les fabricants de composants, que ce soit Poquelin, Safim, Paul Forer ou autres, et les fournisseurs un petit peu de composants de systèmes de freinage, hydraulique en tout cas. Les hydrauliciens, clairement ce qui s'est passé, eux, ils ont voulu ils ont conçu des systèmes double hydrauliques, hein, qui fonctionnent, hein, mais difficilement parce que c'est compliqué pour eux de passer, les normes en hydraulique, c'est plus compliqué qu'en pneumatique. Voilà. Malgré tout, en fait, certains se sont montés, ont trouvé une brèche, pour certains pays. Alors je dis bien certains pays, puisque, du coup, vous avez bien, la problématique, où je pense beaucoup de gens sont ici, en webinaire aussi qui les intéresse, hein, si vous êtes exploitant agricole. C'est que, j'ai mon tracteur, mon parc de tracteurs ancien et si je veux acheter une remorque neuve en double hydraulique, la problématique, c'est que j'ai il y a des kits qui existent, hein, mais des adaptateurs, hein, que vous voyez la photo au milieu là. Le problème, c'est que du coup, ces kits, c'est pas des choses qui sont des montages qui sont, la pérennité n'est pas voilà, et puis la légalité est plus que discutable, en fait. Donc en fait, c'est pas légal d'aller sur la voie publique, en tout cas en France. C'est-à-dire que c'était proposé par certaines marques, hein, comme, Paul Fora notamment, qui propose un kit, mais et Safim aussi, mais c'est des kits qui sont donc, en fait, qui peuvent être qui vous reportent la responsabilité, suivant sur l'utilisateur, on va dire, suivant la légalité, de circulation de la voie publique, selon les pays, en fait. Mais en France, non, faut pas y compter. Donc en fait, ces kits-là, il y a déjà l'histoire de la légalité, mais il y a aussi un problème de technique, dans le sens où, il y a la modulation du taux de freinage, en fait, elle est jugée, beaucoup trop puissante dans certaines situations. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fameux, en fait, un diagramme, hein, je vous ai pas montré, mais qui fait que normalement, vous modulez la pression suivant la charge de la benne, en fait. Et bien, cette modulation-là, serait, pas forcément dans les normes. Avec ces adaptateurs, hein, donc c'est toujours un adaptateur qu'on fixe, en fait, vous voyez sur l'image, qu'on fixe à l'arrière du distributeur du tracteur, en fait, hein, c'est un kit vraiment, annexe, hein, qui est pas intégré natif au tracteur, hein. Pareil, il y a pas de protocole de test et tout ça, au niveau des raccords et autres, hein, et puis c'est pareil, donc c'est une adaptation qui est faite manuellement, peut-être chez un concessionnaire ou autre, mais enfin, voilà, c'est quand même, c'est pas quelque chose qui est donc, un système qui est natif d'usine, normé, hein. Et puis, dans certains cas, en fait, ça active pas le frein de parking lorsque le moteur il est arrêté. Alors que la loi le demande, hein. Donc en fait, parce que bien entendu, en fait, c'est là que vous risquez aussi de vous faire écraser, en fait, en dételant une benne et tout ça. C'est-à-dire que vous coupez le moteur et tout ça et autres, et puis vous êtes en train de l'éteindre un outil et puis en fait, la logique, c'est que le parking, soit activé automatiquement via l'hydraulique. Or dans ces cas-là, c'est pas forcément le cas, dans certains systèmes, hein. Donc le kit Paul Forer, hein, vous voyez directement ce qu'ils ont mis dans leur pub, commerciale, hein. Donc vous voyez un fonctionnement, une ou 2 conduites simplement, chez eux en fait, vous avez vous voyez les 2 lignes, classiques, hydrauliques, hein. Vous avez la verte et la jaune là qui est repérée là sur le fonctionnement de conduite, hein. Vous faites une boucle avec une seule pour la repiquer dans le bloc, hein, et chez eux, c'est fait pour que ça, transformer donc en simple ligne à deux lignes en fait on va dire un tracteur. Sauf que, ils précisent bien en fait, une utilisation permanente, n'est pas réglementée en Union européenne. Ça relève donc des responsabilités des administrations et puis des bureaux d'immatriculation des véhicules, hein. En fait, pourquoi ils l'ont sorti? Parce que Paul Faurer, c'est suisse, parce qu'en fait, en Suisse, ils ont autorisé ce système-là à titre transitoire et dérogatoire, hein, pour, permettre, la même problématique que nous on a, hein, c'est-à-dire, que la compatibilité, soit étendue, on va dire, pour que des gens puissent utiliser avec des tracteurs anciens, des bennes, neuves, on va dire. Sauf que, du coup, moi clairement, on ne conseille pas de faire ça en Europe parce que enfin, sur l'Union européenne parce que c'est pas, en tout cas en France, il y a pas d'encadrement de ça. Alors vous avez aussi le système Safim, hein, qui est, Safim c'est italien, mais c'est des concurrents
des concurrents à Paul Faurer. Vous voyez le système aussi, vous voyez que c'est un bloc qui est fixé en fait au niveau des distributeurs du tracteur. Et vous avez le monsieur là qui envoie la main, il tient deux mains le système, les deux prises double ligne de la remorque double ligne. Et puis, le bloc le transforme en simple ligne en fait. Et eux, clairement, c'est dans leur doc, ils nous disent: nous rappelons que dans les territoires européens, il faudra s'adresser localement aux autorités compétentes pour obtenir l'autorisation de circulation sur la voie publique. Alors après, si vous avez une ferme isolée et que vous voulez freiner, utiliser ces choses-là, si vous ne prenez jamais la route, il n'y a pas de problème, hein, mais pas sur la voie publique. Donc, ce qui limite quand même extrêmement le nombre de l'utilisation possible, on va dire. Voilà, donc c'est ça que du coup, c'est pas réjouissant dans le sens où nous, on attendait quand même la douche froide, c'est quand même le kit pneumatique qui n'est pas. Parce que le, ce qui serait quand même ce qu'on rêverait, on va dire, hein, pour débloquer un peu la situation, c'est qu'au moins les gens puissent avoir une ligne d'horizon, se dire: bah tiens, là, j'équipe mon tracteur en pneumatique, et puis on investisse tous progressivement en système pneumatique au niveau des pédales roulants. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas le cas, et que les réseaux CUMA et autres, hein, la profession, on va dire, ils ont même des réunions, et une qui s'est tenue à la rentrée là, où c'est débattu ça, où on essaye de pousser vers que les autorités prennent en compte nos problématiques de compatibilité de matériel. Ne serait-ce que pour l'instant, ils ont accepté le NISmart sur les tracteurs, que ça soit prolongé. Mais en tout cas, le rétrofit de kit pneumatique sur les tracteurs, eh bien, pour l'instant, c'est encore pas légal. Fabrice, Oui, il y a Kevin qui lève la main aussi, je me Ouais. permets de... oui, Kevin. Oui, excuse-moi Fabrice, je me rappelais plus de ma réponse, de ma question surtout. Ma question, elle porte le système, il est automatiquement mis sur le tracteur et non sur l'épandeur. Enfin là, en l'occurrence, En fait, c'est entre les deux. C'est un truc qui est là sur l'exemple, on reprend avant. Là, il est fixé en fait. Là, il est fixé sur le distributeur, sur le tracteur en fait, hein. oui, mais ce qui veut dire que c'est l'exploitant chaque exploitant dans une CUMA doit s'équiper du Ah système. alors, en fait, normalement, oui, faudra en avoir un par machine, en fait, hein, et puis tu le mets, en fait, suivant les tracteurs que tu as, quoi. Ok. Mais alors oui, ça serait la manipulation et tout ça, c'est possible. Pourquoi que c'est pas légal? Parce que c'est quelque chose qui est pas du tout permanent, c'est monter, démonter, Mhm. voilà, tu as des notions aussi peut-être du jour des raccords et tout ça, ce qui est tout le temps forcément, hein, plus tu le Ouais, démontes et tout ça, enfin ouais, c'est quand même pas, c'est pour ça, en fait, que c'est pas quelque chose qui est très, mais c'est pas intégré et c'est pas mis en ah non, c'est pas permanence intégré du sur tout, un en fait, ouais. tracteur. Ok. Et après, voilà, et ça s'approche d'une immense partie des critères d'admission à la norme, en fait, hein. Mais comme c'est pas natif et puis que c'est pas quelque chose Ouais. en fait, de fait, en fait, il est exclu d'autorisation de circulation, quoi, hein. Très bien, merci. Mm. Donc voilà, et du coup, si on peut brosse un peu les scénarios, notamment par exemple dans les CUMA, nous les conséquences actuellement, c'est que le scénario 1, c'est le majoritaire, c'est que des gens qui repoussent les investissements. Et puis on verra, en espérant avoir une éclaircie réglementaire, notamment par rapport au système de l'équipement de tracteur pneumatique, hein, en rétrofit, on va dire. Et voilà. Scénario 2, soit se porter sur l'occasion récente. Voilà. Mais par contre, du coup, c'est que ça exclut aussi des adhérents qui ont des tracteurs en neuf de 2025, puisque sur un tracteur neuf de 2025, de toute façon, vous n'avez plus la simple ligne. Donc, à un moment donné, après, ça sera on va exclure des adhérents, mais les adhérents qui ont fait l'achat récent, en fait, hein, en restant sur du système ancien. Donc, voilà, c'est problématique des phases de transition, hein, de toute façon. Scénario 3, du coup, c'est que la CUMA elle achète un matériel roulant en double hydraulique. Donc, du coup, là, forcément, tous les gens, matériel ancien, puis les gens qui ont les tracteurs pneumatiques, hein, eux, ils seront forcément équipés, exclus pour le moment. Puisque en plus, là, j'en ai pas parlé, mais vous n'allez pas rééquiper en rétrofit un tracteur en double ligne hydraulique, quoi. Ça se fait pas dans ce sens-là. Voilà. Et puis le scénario 4, hein, c'est que la CUMA elle achète un matériel roulant en pneumatique, qui sera de toute façon, par contre, sans trop s'avancer, hein, le standard majoritaire, hein, mais malheureusement, du coup, on exclut énormément de monde, quoi, hein. Pas de fait par rapport Alors, il y a des régions ou des secteurs, effectivement, il y aura peut-être par rapport
au gré des marques et présentes dans certains groupes où ils peuvent plus facilement, parce que tiens, ils ont questionnaire classe, Fendt et Pilots à côté, une immense partie des gens qui sont en pneumatique, peut-être déjà. Puis dans d'autres secteurs, si vous avez un concessionnaire John Deere et Casio Holland à côté, clairement, il y a très peu probable que les nombres de gens dans la CUMA est important, que ce soit majoritaire que des gens ont des systèmes pneumatiques quoi, sur les tracteurs. Donc ouais, c'est un peu insoluble et malheureusement, là, il aura fallu une phase de transition beaucoup plus large. Le fait est que ce qu'on peut faire déjà, on va dire, c'est que au maximum, hein, clairement, nous, en tout cas, c'est les préconisations des réseaux d'écumains, hein, c'est pas que moi, c'est le réseau écumain au niveau national, hein, c'est de quand même se porter si possible quand même sur du système pneumatique. Qui va devenir à terme de façon même majoritaire en élevage, hein, comme il est déjà en grande culture. Alors, il faut savoir par contre que sur tout ce qui est arboricole et viticole, hein, par contre, le pneumatique ne prend pas du tout en fait. C'est du double hydraulique qui est fait. Mais voilà, bon, c'est des systèmes et puis des méthodes vraiment à part quand même, hein. Tout le tracteur spécialisé et puis les petits matériels, les petites bennettes peut-être pour la viti ou ce genre de choses. Mais en tout cas, non, non, c'est bien à la limite, ça sera vraiment 90-100 chevaux en dessous, Viti, voilà, et puis au-dessus, spécialisé, et puis ce qu'au-dessus, ça sera du pneumatique hein, majoritairement. Donc aussi, la deuxième chose, c'est bien prendre en compte que malheureusement, la solution de facilité des adaptateurs, moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, hein, c'est en Saône-et-Loire, un adhérent de CUMA qui m'appelle, il me dit il voulait acheter un épandeur à fumier et que le commercial leur a dit hop, 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 j'ai un kit et tout, c'est un adaptateur pour mettre mais on va le vous vendre au double hydraulique et puis vous le mettrez sur vos anciens tracteurs. Sauf qu'en fait, l'exploitant, s'il m'a posé la question, il m'a appelé, c'est parce qu'il s'est dit, non, il y a peut-être je suis pas sûr comme de la bidouille là, voilà, donc il a bien fait comme on leur a bien dit que c'était quand même pas légal. Donc là, effectivement, la CUMA, vous imaginez bien, en cas d'accident et tout ça, s'il veut vraiment chercher, si vous avez quelque chose comme ça qui n'est pas légal comme ça, c'est compliqué quand même, hein. Au niveau des responsabilités. Troisième chose, c'est que les gens puissent s'équiper progressivement dès que en pneumatique, hein, dès l'instant que le rétrofit sur les kits soit autorisé. Malheureusement, j'ai pas de point d'horizon en fait, hein. J'aimerais bien pouvoir vous dire, bon, dans 6 mois, 1 an, voilà, pour l'instant, on n'a pas de. Parce que clairement, il faut bien comprendre que l'Union européenne, le législateur, ils n'ont pas intérêt à. Comment plus ils vont donner des souplesses, plus ils vont retarder. Ils voient qu'ils ont l'impression qu'ils vont retarder en fait la phase de transition vers le système. Eux, ce qu'ils veulent, leur but, c'est que le plus de tracteurs possible soient en double ligne. Donc en fait, que ce soit les deux. Donc en fait, en gros, leur réponse à eux, c'est les gens vont renouveler, ils vont racheter un matériel qui soit compatible et terminé. Et cette notion-là de parc existant et puis du matériel qui est amorti, qui est en parc et tout ça, que les gens, et puis du coût de tout ça, en fait, c'est pas malheureusement, en fait, c'est pas forcément leur problème en tant que législateur, en fait, hein. Si vous avez la même problématique sur les automobiles, avec la transition vers la voiture électrique, hein, ils vont pas assouplir les choses pour retarder maximum la date de 2035 même si les gens, les parcs, la transition se fait pas assez vite, ils le reconnaissent et tout ça, que ils sont extrêmement en retard sur le calendrier. Pour l'instant, ils n'ont jamais infléchi la date de 2035 sur la fin de la voiture thermique, hein. En tout cas, un moteur thermique vendu neuf, hein. En fait, c'est pareil, les législateurs, là, sur le système-là, c'est l'Europe, ils vont pas, malheureusement, voilà, c'est l'Europe ou la France, ils vont pas, il n'y a pas de raison, malheureusement, d'assouplir leur calendrier, malheureusement, ou de donner des dispositions. Donc, il faut espérer qu'on soit entendu, en tout cas. Dans le cas d'un achat de tracteur de CUMA, il y a eu beaucoup de CUMA qui l'ont fait, de toute façon, déjà aussi, il y a depuis 2018, hein, quand vous commencez vers le choix des CUMA, vous avez pris la totalité des systèmes existants et qui passent sur le tracteur pour donner le plus possible de compatibilité, en fait. Au niveau des adhérents et tout ça, comme ça, les tracteurs qui peuvent tout faire, en fait, hein, certains. Et puis, et aussi, la CUMA, c'est sonder au maximum les adhérents, en fait, hein, un petit peu les marques de tracteurs qu'ils ont, le parc qu'ils ont, pour essayer de se coordonner et puis de faire un peu
on soit commun d'accord que les gens se choisissent un petit peu un système de freinage, voilà, qui soit hydraulique ou pneumatique, hein, parce que légalement, vous avez le choix aux 2 et ça existe tous les 2. Mais que le maximum, en fait, parce que de toute façon, c'est bien l'équipement des tracteurs, des adhérents qui vont faire l'équipement des remorques de la Cuma, hein. Alors bien sûr, après, si une Cuma qui ont des tracteurs avec des matériels dédiés, c'est un peu différent, mais c'est vraiment au maximum harmoniser les choses. En fait, cette démarche-là, malheureusement, on aurait dû l'entamer dès qu'on a su que la réglementation tombait. C'est-à-dire que dès 2016, 2017, on aurait dû, en fait, quand je dis l'aurait dû, c'est la profession agricole, en fait. Malheureusement, les concessionnaires commerciaux, finalement, combien de mois de gens, d'exploitants, il y a seulement à partir de fin d'année 2024, quand ils ont voulu acheter renouveler leur matériel, qu'on leur a dit non, maintenant je suis prêt de vous vendre un plateau fourragé en symphonie. C'est qu'à partir de là, qu'ils ont vraiment pris conscience en fait de ça, alors que en fait, c'est pas leur faute, c'est simplement c'est qu'ils n'ont pas été. Enfin, moi je pense que notamment au niveau des concessionnaires, ils n'ont pas forcément fait un relais là-dessus ou des explications forcément si folles que ça, parce que le nombre d'exploitants qui étaient pas au courant de tout ça est quand même important, hein. On avait même eu en fait des constructeurs qui nous ont contactés en disant qu'ils s'alarmaient en disant que sur le terrain qu'il n'y avait pas de relais terrain, quoi. Donc c'est vrai que le réseau Cumin, on essaie de le faire via entraide, via un maximum d'articles ou de communication, mais bon, on touche pas non plus, on n'a pas une force de frappe non plus si folle que ça, quoi. Donc malheureusement, le mal est fait, en fait, et puis le retard qui a été pris, en fait, on avait une phase de transition de 2018 à 2025, en fait, on l'a un peu perdu parce que on a eu donc 2 systèmes qui cohabitent et puis des choix qui ont été faits, pas forcément dans le but d'harmoniser les parcs, quoi. Donc on a perdu du temps. Donc voilà, désolé un petit peu de vous casser je voulais faire une conclusion un peu positive, mais pour l'instant, c'est un peu une impasse. Donc en espérant que ça prendra du temps, mais oui, on aura pendant les années à venir, on aura des problèmes encore avec ça. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Sinon, je propose, enfin, vous êtes pas mal présence de personnes présentes et notamment, enfin, Élodie, si tu veux aussi intervenir pour faire Non, part de du retours coup, d'expérience que tu as. oui, il était prévu de faire, il y avait Charles-Henri, le trésorier de la CUMA des Deux-Forts, qui devait faire un retour Mm. sur eux, comment ils ont géré ça dans la CUMA actuellement et les questions qui restent à venir. Malheureusement, avec la DNC, il est en train de faire sa vaccination aujourd'hui. Il vient de commencer. Donc, du coup, il m'a parlé très rapidement de eux dans leur CUMA, comment ça s'est passé. Du coup, je vous propose de vous le dire, de vous expliquer un petit peu. En fait, dans leur CUMA, ils ont fait le choix de renouveler du matériel l'an passé, du coup, avant l'obligation de la double ligne de freinage. Et pour anticiper ça, ils ont fait le choix d'acheter du matériel qui avait le double équipement, c'est-à-dire qu'ils avaient une simple ligne hydraulique et une ligne pneumatique, donc qui permet aux adhérents qui ne sont pas équipés de pneumatique de pouvoir utiliser le matériel. Du coup, ils ont équipé 2 tonnes à lisier sur 7 de ce système-là. Ça leur a coûté 1 500 € par tonne. C'était des marques Pichon. Et ils ont aussi renouvelé leurs 2 plateaux fourragers. Et là, par contre, ça leur a coûté 3 000 € par machine. Mais ils ont jugé que l'investissement en valait la peine sur le long terme. Et notamment, ce qui m'a fait beaucoup rire, Charles-Henri, il y a 10 ans, quand il a appris le freinage pneumatique, il était totalement contre, en disant que ça coûtait cher, que c'était pas utile, etc. Et là, grâce à ces investissements, il a pu tester le freinage pneumatique parce qu'il avait des tracteurs équipés chez lui, et il se rend compte que il a perdu 10 ans parce qu'il se rend compte que c'est un confort de conduite, de travail, de sécurité qui est super intéressant, surtout dans une zone où ils ont beaucoup de pentes. Donc du coup, il regrette de ne pas avoir investi plus tôt finalement. Au niveau de la CUMA, là, ils se posent quand même la question pour les prochains équipements. Ils ont à peu près sur 50 adhérents, ils ont encore une dizaine d'adhérents qui n'ont pas de tracteur équipé en pneumatique. Et du coup, a priori aujourd'hui sur la CUMA, ils sont plutôt partis de tout acheter en pneumatique pour les prochains investissements, mais ils doivent réfléchir collectivement à comment faire pour les adhérents qui n'ont pas accès à un tracteur pneumatique. Donc du coup, ça va être leur prochaine réflexion.
Et il donne un conseil que si, parce qu'il y a encore quelques matériels avec cette double option qui sont en vente aujourd'hui, pas chez des concessionnaires, parce qu'ils ont été immatriculés avant, de bien faire une mise en route. Parce qu'eux, ils ont eu un petit problème là-dessus, de passation de l'un à l'autre, où ils n'avaient pas totalement l'explication. Et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés qui étaient en pneumatique, qui ont décroché le matériel, qui n'ont pas fait la décompression. Et une simple ligne qui vient pour l'atteler, il peut l'atteler, mais il ne peut pas repartir avec parce que les freins sont bloqués. Donc du coup, il met en garde sur le fait de bien faire ça. Voilà à peu près leur retour d'expérience. Oui. Oui, bonjour. Juste une question par rapport à la Cuma, là, à l'exemple de la Cuma. Est-ce que tout le monde est au courant que les machines ne sont pas homologuées 40 à l'heure parce que le pneumatique permet un freinage plus confortable avec des tracteurs à 40 à l'heure. Mais voilà, c'est... Oui, avec cette option, il n'y a pas l'homologation 40 km/h. Et du coup, ils en sont conscients, mais ça leur permettait de débloquer la situation pour l'investissement du matériel et de faire une passation légère vers le pneumatique. Ok. Mais avec leur route, de manière générale, quand la tonalité elle est pleine, rouler à 40, c'est pas possible. Non, mais je posais la question parce que Oui, voilà, on sait comment ça se passe sur le terrain et souvent ils sont plus à 30 ou 40 que à 25. C'est 30 ou 40 avec le téléphone dans la main, le petit jeune au volant et malheureusement, ouais, on le sait, hein, enfin, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'accidents, la MSA le disait, hein, d'accidents, du coup, routiers, en fait, qui est de plus en plus important. Enfin, je crois que la moisson 2025, il n'y a jamais eu autant de perte de contrôle, d'accidents, alors que ce soit, l'inattention, survitesse ou surcharge ou autre. Enfin, mais c'est vrai qu'on le voit, du coup, des gens, de toute façon, on le sait très bien, c'est notamment, voilà, c'est le combo, là, on voit des petits jeunes, notamment, le smartphone à la main, à 40, voire 45, voire 50 à l'heure, avec des matériels pour le roulant en 25 normalement. Ouais, on le voit. Malheureusement, les tracteurs qui sont tellement confortables, on va dire, et un peu rassurants à ces vitesses-là, que malheureusement, sauf que la benne, la remorque, elle ne suit pas, hein. C'est aussi pourquoi cette loi a été créée. Je ne veux pas défendre forcément l'Union européenne, absolument, mais il y a aussi du bon là-dessus, dans le point de vue ce qu'il disait du coup Elodie, hein, par rapport à la confort de freinage. Il y a aussi de l'abus aussi au niveau de l'utilisation qui est faite, quoi. Après, par contre, nous, c'était un peu de ce que j'ai compris de la volonté de ce que disait la FNQMA, eux, ils auraient bien voulu, clairement, il y a plein de gens qui n'étaient pas demandeurs des coups de moi, me rouler à 25 le système actuel, ça m'allait très bien, quoi, hein. Ouais, Sébastien. Oui, juste pour être sûr d'avoir bien compris le truc, par rapport au parc tracteur de nos adhérents. Donc, tout ce qui est avant 2025 peut être équipé avec la simple ligne et l'option double ligne hydraulique ou pneumatique. C'est ça. Et après 2025, il n'y a plus du tout de possibilité de brancher un simple ligne dessus puisqu'il n'y a plus la connectique. Et ce sera forcément du double ligne. C'est ça. D'accord. D'accord. Et c'est là la douloureuse, hein. C'est ça qui change tout, hein. Oui, mais aujourd'hui, les gens qui vont avoir des tracteurs à renouveler veulent savoir dans quoi ils partent par rapport au matériel de la Cuma. Et le matériel de la Cuma aujourd'hui, je vois chez nous, on a un épandeur, donc comme disait Elodie, là, avec la simple ligne hydraulique et la pneumatique. On n'a que ce matériel-là qui est équipé comme ça. Et tout le reste est équipé en simple ligne hydraulique. Donc, ça va poser un sérieux problème. Ah oui. On est d'accord, sauf pour les tracteurs qui sont équipés du double ligne hydraulique Smart. Oui. Les Smart peuvent, du coup, pas faire les deux, en fait. Oui. D'accord. D'accord. Non, ça marche. Et oui, c'est un sacré souci. Ouais, on est bien d'accord. C'est essayer de sonder au maximum. Après, tu dois bien avoir après une idée aussi déjà des marques des tracteurs qui ont été un peu des concessionnaires locaux ou puis des couleurs des tracteurs. Puis de faire un sondage à peu près des adhérents, tout ça, savoir leur équipement, quoi, à peu près précis. Puis ce qu'ils veulent, eux, pensent prendre, en fait. Voilà. Oui, mais eux ne pensaient pas forcément renouveler leur tracteur tout de suite. Donc, et il va se poser le problème du renouvellement aujourd'hui, même si tu as un tracteur qui est équipé en double ligne hydraulique avant 2025,
il va se proposer le problème de la revente, parce que si tout le monde change son tracteur, il y a un moment donné, le marché de l'occasion, Ah oui, oui. et ils vont en faire quoi. Bah, c'est bien le problème, c'est que mais tant qu'on n'a pas, on espère que d'ici là, le équipement kit pneumatique pourra être fait, mais Ouais, à voir. j'ai une question du coup de Ludovic Vimont. Oui, bonjour Ludovic Vimont, journaliste pour Réussir Machinisme. Je voulais apporter un complément d'information par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure par Kevin concernant qui s'étonnait de voir des concessionnaires vendre encore des simples lignes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une dérogation pour vendre un nombre de véhicules limité en simple ligne hydraulique sur l'année jusqu'au 31 décembre 2026. Et donc cette dérogation, c'est un prorata du nombre de véhicules qui ont été commercialisés les 24 derniers mois. Donc ce qui fait qu'il y a quand même quelques véhicules qui sont commercialisés encore maintenant en simple ligne hydraulique, mais c'est vraiment du provisoire. Ouais, dérogation en fin de série, ouais. Ouais. C'est ouais. Donc c'est pas généralisable malheureusement, c'était l'aubaine, mais non. Bah, après, c'est tant mieux pour la Puma s'ils ont trouvé leur, tant mieux pour eux, hein, mais c'est vrai que ça marchera qu'une fois ça. Ouais. Mais c'est vrai que oui, enfin, c'est des choses après les gens ils me disaient, enfin, on avait des réflexions, mais pourquoi ils nous ont pondu ça et pourquoi surtout qu'il y a pas pourquoi ils ont mis 2 systèmes, on va dire, parallèles, hein, pneumatique et hydraulique en double ligne? Et voilà, après c'est, de ce que les fabricants d'essieux ou des gens tout ça nous ont dit, en fait, c'est aussi quand même faut savoir, c'est quand même, bon, c'est l'Union européenne, il y a aussi un peu de lobbying et tout ça et c'est un petit peu aussi à l'origine, il y a une guéguerre en fait entre les constructeurs de matériel roulant, du coup, plutôt germaniques ou qui étaient en pneumatique en fait et les constructeurs plutôt, d'Europe du Sud ou de France, Italie, tout ça, qui étaient le système hydraulique un peu simple ligne, hein. Bon, il y a des petites différences entre l'italien français, mais voilà, grosso modo et donc en fait, c'est clairement, c'est une aubaine pour les Josquin ou autres qui sont plutôt qui étaient sur le pneumatique à fond, hein et qui est, pour eux de vendre ce qu'ils vendent dans les pays d'Europe du Nord et au Benelux, de le vendre en fait sur dans le réseau en France notamment, qui est le premier marché de l'agroéquipement en Europe. Et donc voilà, après et du coup, ils ont forcé un petit peu, forcément ils ont forcé, eux c'était pour le pneumatique et donc du coup, il y a eu aussi des choix politiques de défendre un petit peu l'industrie, des constructeurs de métal agricole, des pays du Sud en fait, qui étaient sur des systèmes hydrauliques, en voulant du coup, comme l'hydraulique a un fluide et puis ça peut se faire aussi, donc le freinage double ligne pouvait se faire en fait, c'était amendé en fait quand il y a eu des débats en 2015. Ça a été amendé en fait le règlement pour pouvoir, du coup, donner un peu leur chance aux constructeurs, francophones on va dire et puis italiens, espagnols et autres quoi. Et donc c'est pour ça qu'en fait vous avez 2 systèmes en parallèle, mais à l'origine en fait c'est un peu un cadeau empoisonné parce que, finalement on se retrouve avec 2 systèmes en parallèle qui font que il y a eu un double équipement sur les tracteurs et du coup, la phase de transition a été, un peu foirée quoi. Enfin, si dès le départ en fait depuis 2018 vous aviez le choix que tout le tracteur est en pneumatique de base, on n'aurait quand même pas ces soucis-là quoi, hein. Enfin en tout cas beaucoup moins. On n'aura pas perdu, 5 à 7 ans là, avec des tracteurs en double ligne, hydraulique en fait, que les gens malheureusement, ils vont, pas forcément ou qui ont jamais utilisé et puis qu'ils utiliseraient peut-être jamais sur le tracteur quoi. Donc voilà, oui, c'est à l'origine, c'est un peu ça en fait, cet effet aussi, il y a quand même faut pas être naïf, hein, il y a les constructeurs et tout ça, ils veulent faire des coups de commerce aussi, hein. Et puis aussi, la responsabilité, voilà, je vais pas les accuser, vraiment, mais en tout cas, les constructeurs, ils ont fait des choix aussi de tracteurs, en tout cas. Ils ont fait des choix d'équipement, notamment par rapport à un prix de vente du tracteur aussi, hein, le coût de l'équipement et qui font que, on a des marques qui sont très axées sur le pneumatique et d'autres qui étaient très axées sur le hydraulique, quoi. Et ça n'arrange pas les choses non plus, hein. Voilà. Donc je pense avoir à peu près fait le tour, si vous avez peut-être encore des dernières remarques et puis sinon, écoutez, on pourra, clôturer le webinaire, en remerciant des nombreux participants, et en vous souhaitant une, bonne fin de journée. Merci à tous et à Merci tous. Fabrice. Merci Fabrice. Au revoir. Bonne journée.